Je voudrais vous parler d'abord dans l'introduction de ce qui me semble être le mécanisme général de cette augmentation, de cette transformation, augmentation entre guillemets, de cette transformation de l'homme par la technoscience. Et puis j'envisagerai un cas particulier, celui de l'augmentation dans le domaine du sport, notamment du sport de compétition. Et puisque M. Matteux est médecin et M. Viala juriste, je vais aussi examiner de façon critique la régulation que l'on propose de cette augmentation dans le sport de compétition, régulation qui, de mon point de vue, n'est pas adaptée à la réalité. Alors, je vais commencer par une citation d'un Lee Sweeney, c'est un scientifique ordinaire, ce n'est pas un transhumaniste, son objectif ce n'est pas d'améliorer l'être humain, et il a été interviewé en 2003 par les membres du comité américain de bioéthique, le President's Council on Bioethics, qui à l'époque préparait un rapport sur la médecine d'augmentation. Voilà un court extrait de ce témoignage. Est-ce que ce type de transfert génétique dans les muscles pourrait être utilisé pour améliorer génétiquement la performance de l'athlète ou simplement à des fins cosmétiques? Disons que vous aimeriez que vos pectoraux soient un peu plus impressionnants parce que vous avez envie d'avoir un meilleur look lorsque vous vous baladez sur la plage, à Talavas par exemple. Prenez quelques injections de ce virus et un mois plus tard, tout en regardant la télévision, c'est-à-dire en laissant le virus ou le nanovecteur agir, vos muscles seront devenus plus impressionnants. Alors on observe depuis quelques décennies un phénomène qui est l'effacement des frontières entre la médecine thérapeutique classique et la médecine d'amélioration. L'objectif classique des médecins depuis Hippocrate, ça a toujours été de guérir des malades, ou au moins d'atténuer leur souffrance, de proposer des traitements symptomatiques dont on ne peut pas guérir. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les technosciences biomédicales secrètent à la fois de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments, et aussi de nouvelles technologies qui permettent non seulement de guérir ou de contribuer au traitement de patients, mais aussi, souvent, qui permettent d'améliorer certaines fonctions physiques et mentales de l'être humain. Alors, 2-3 exemples, on en a déjà parlé un peu ce matin, mais 2-3 exemples pour que les choses soient claires. Alors, la ritaline, c'est une amphétamine, elle est utilisée depuis les années 60 pour soigner des enfants qui souffrent d'un trouble d'hyperactivité et de désordre attentionnel. Ça fonctionne assez bien, mais si un parent veut donner à son adolescent, à son enfant qui ne présente aucun trouble, la même molécule pour le doper avant une session d'examen, c'est possible aussi. Usage, augmentation, et ça devient d'ailleurs un problème de santé publique, non seulement aux États-Unis, mais en Europe. Moi, je donne cours en première année médecine à l'Université libre de Bruxelles, et je sais qu'un certain nombre d'étudiants, ce n'est pas moi qui les y encourage, rassurez-vous, utilisent ce type de molécules. Alors, on parle des adolescents, mais c'est vrai aussi pour les universitaires, les académiques, puisque une enquête bien connue réalisée par la revue Nature, la grande revue scientifique, en 2008, montre que 20% des lecteurs de la revue Nature admettent prendre des dopants cognitifs du type Ritaline ou modafinil, une substance qui améliore la vigilance. Alors ça pose des problèmes, mais ce n'est pas extrêmement inquiétant dans la mesure où l'usage d'un médicament est relativement réversible. Ce n'est pas le cas avec les technologies, les nouvelles technologies, comme par exemple la thérapie génique dont on a parlé ce matin, et je vais revenir sur le cas de Lee Sweeney, dont l'objectif est simplement d'aider des patients qui souffrent de myopathie. Vous savez, la myopathie, c'est une maladie, certaines myopathies sont très graves, comme la myopathie de Duchenne, et l'objectif de Sweeney, c'est d'expérimenter pour essayer de découvrir des traitements permettant d'aider ces patients atteints de myopathie. Un de ces protocoles implique l'IGF-1, qui est un facteur de croissance, donc c'est de la thérapie génique. On emmène l'ADN qui code pour le gène de croissance dans les cellules musculaires, en espérant que l'effet soit bénéfique. Alors, il l'a fait sur des souris. Et ce que dit, puis ensuite il a fait des protocoles de recherche avec des patients humains souffrant de myopathie. Alors ce qu'explique Lee Sweeney, c'est que
effectivement, ça fonctionne, et notamment chez la souris, en donnant de l'IGF-1 aux cellules musculaires, par voie génétique, eh bien, on va diminuer, ralentir le vieillissement naturel de la souris. Alors, il ajoute, mais si ça marche chez la souris, cela pourrait aussi marcher chez l'homme. Et donc, qu'est-ce qui nous empêcherait, s'il y a peu d'effets secondaires et qu'on peut amener facilement cet ADN vers les cellules musculaires grâce à un nanovecteur, qu'est-ce qui nous empêcherait de proposer ce traitement chez l'être humain, puisque nous savons très bien que la fonction musculaire commence à décliner dès la trentaine. La fin de la carrière d'un sportif professionnel, c'est généralement 35 ans. Alors, quels seraient les arguments pour interdire ce type d'utilisation dans une population normale mais qui vieillit? Il y aurait assez peu d'arguments, en vrai dire. Alors, il a aussi, avec la même technologie, créé des souris transgéniques. Donc, l'image n'est pas très bonne, mais c'est la souris Schwarzenegger, qui possède des muscles impressionnants, comme l'ancien gouverneur de Californie et mieux connu comme acteur dans Terminator. Alors, j'ai pris l'exemple des cellules musculaires, mais en fait, on peut modifier potentiellement tous les organes, y compris le cerveau humain. On a parlé ce matin des interfaces cerveau-machine. On pourrait aussi imaginer de modifier le cerveau humain par des voies génétiques. Ça a été fait pas encore sur l'être humain, ça a été fait chez la souris. On a créé plutôt chez un rat transgénique qui s'appelle OBJ. On a modifié un gène qui va altérer ou modifier plutôt, en conséquence, va modifier un récepteur du système nerveux central, le récepteur NMDA, qui joue un rôle clé dans la plasticité du cerveau et donc dans la mémoire. Et effectivement, ce rat OBJ possède une mémoire améliorée. Alors, je n'encourage pas nécessairement à faire ce type de recherche sur l'être humain, mais la recherche sur l'animal est toujours l'horizon de la recherche sur l'être humain. Ce qui est possible aujourd'hui chez l'animal sera probablement possible d'ici quelques années, possible mais pas nécessairement souhaitable. Alors, vous avez là sous les yeux le rapport américain publié en 2003 par le President's Council on Bioethics. Donc c'est un rapport, les membres de ce comité avaient été élus par George Bush, donc ils sont plutôt conservateurs. Et effectivement, c'est la philosophie bioconservatrice, naturaliste qui domine le rapport, mais qui est néanmoins extrêmement intéressant, ce rapport. Ils ont pris le temps d'interviewer pas mal de scientifiques aux États-Unis, des sociologues, des philosophes. Et ce rapport est structuré en 4 chapitres qui correspondent aux 4 grands chapitres de la médecine d'augmentation. Le premier chapitre est intitulé « Better Children », de meilleurs enfants, on parle de la sélection, la modification génétique d'embryons humains. Le deuxième touche à tout ce qui est amélioration des performances sportives. Le troisième, « Ageless Bodies », des corps sans âge, parle de la possibilité, non pas de l'immortalité, mais en tout cas de la prolongation de la vie. Et le dernier, intitulé « Happy Souls », des âmes heureuses, parle de l'amélioration cognitive et de l'amélioration humorale par voie pharmacologique, par d'autres voies technoscientifiques. Alors, comme annoncé, je vais prendre l'exemple du sport de compétition. Pourquoi? Parce que le sport de compétition est un des laboratoires de la médecine d'augmentation. On peut considérer que, depuis au moins une trentaine d'années, et même bien avant, si on pense aux amphétamines, les athlètes ont testé, souvent clandestinement, des molécules d'abord, et puis aujourd'hui sans doute aussi des technologies biomédicales. Et je vais m'intéresser à la régulation de l'utilisation de la médecine d'augmentation dans le sport de compétition. Donc la question du dopage sportif. Alors, 2 facteurs ont contribué à renouveler le débat dans ce domaine. Le premier, j'en ai parlé brièvement, c'est l'émergence de cette médecine d'augmentation. Le deuxième, c'est la création de l'Agence mondiale antidopage, qui est créée en 1999, suite notamment à l'affaire Festina dans sur le Tour de France 98. Vous vous rappelez sans doute
Richard Virenque, qui est devenu ensuite un personnage des Guignols. Et donc les autorités sportives, à l'époque on n'avait pas encore connaissance de tous ces scandales, les autorités sportives ont décidé de mener une lutte contre le dopage, un peu similaire à la lutte contre la drogue. Et cette lutte est vraiment présentée comme la lutte du bien contre le mal. Il faut arrêter les tricheurs. Alors, effectivement, ces athlètes qui se dopent, qui prennent des substances qui ne sont pas autorisées, sont des tricheurs, puisqu'ils ne respectent pas les règles. Mais est-ce que cette politique antidopage fonctionne? Est-ce que cette régulation de prohibition, est-ce qu'elle est adéquate? De mon point de vue, non, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Tout d'abord, l'éthique qui sous-tend cette politique antidopage est une éthique qu'on peut qualifier de bioconservatrice, mais il y a plusieurs philosophies possibles. On n'a pas encore parlé beaucoup des philosophies qui sous-tendent cette augmentation. Disons que très schématiquement, il y a au moins 3 philosophies. La philosophie bioconservatrice qui est la plus répandue, c'est-à-dire l'idée qu'il faut respecter le donné naturel et que la biomédecine, c'est là pour guérir des patients et certainement pas pour améliorer des fonctions physiques et mentales de la population. Je pense que si on fait un sondage, au moins en France, on aurait une très large majorité des personnes interrogées qui seront d'accord avec cette philosophie appelée bioconservatrice et qui correspond à une philosophie naturaliste. Donc l'idée, c'est qu'il faut respecter le donné naturel. Si on ne respecte pas le donné naturel, c'est joie à Dieu, c'est l'hubris, et ce n'est pas bien. C'est une philosophie qui est toujours tout à fait respectable. Le problème, c'est qu'elle est très difficile à implémenter dans la pratique, et notamment dans la pratique du sport. Il y a 2 autres philosophies. À l'autre extrémité, on a, je pense, représentant... Moi, je ne suis pas du tout transhumaniste, ni bioconservateur, je suis un peu entre les deux. Mais on a des représentants ici, je pense, du transhumanisme qui parleront demain. Donc, disons que le transhumanisme est une sorte, de mon point de vue, d'utopie technoscientifique qui a pour objectif d'améliorer l'être humain grâce à la technoscience. Et entre les deux, vous avez ce qu'on peut appeler des philosophes libéraux qui considèrent que c'est à chaque personne de se faire son point de vue et que l'éthique ne commence que lorsqu'on cause un tort à autrui. On reprend les théories de John Stuart Mill. Mais enfin, pour le moment, admettons cette philosophie bioconservatrice, cette philosophie naturaliste, et voyons si ça marche. Donc, cette philosophie naturaliste telle qu'elle est adoptée notamment par l'Agence mondiale antidopage. Donc, il faut respecter le donné naturel. L'athlète doit concourir sans avoir recours à des produits dopants ou à des technologies dopantes. Alors, si on accepte cette philosophie, on peut se mettre d'accord sur les objectifs principaux à réaliser. Et effectivement, les 2 grands objectifs de l'AMA en 1999, c'était d'une part de maximiser l'équité sportive, permettre à tous les athlètes de concourir sur un pied d'égalité, et d'autre part, de minimiser les risques pour la santé. Et un 3e objectif pourrait être de maintenir l'esprit du sport pour chaque discipline. Alors, maximiser l'équité sportive, permettre à tous les athlètes de concourir sur un pied d'égalité, c'est très bien. Le problème, c'est que, comme l'AMA et les autorités sportives sont incapables de faire respecter leurs règles, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les contrôles antidopage sont relativement inefficaces. Et donc, à chaque fois qu'un nouveau test antidopage est découvert, eh bien, l'athlète va choisir une nouvelle molécule d'augmentation, une nouvelle technologie d'augmentation qui n'est pas encore repérable par les gendarmes du sport. On le voit très bien, par exemple, avec Armstrong, qui gagne son premier Tour de France l'année où est créée l'Agence mondiale antidopage en 1999. Et donc, jusqu'en 2000, jusqu'en 1999, en fait, on ne pouvait pas détecter l'érythropoïétine artificielle dans le corps humain. Donc un test est découvert fin 1999, et le docteur Ferrari, qui travaille avec Armstrong, lui dit « Écoute Lance, il faut trouver une autre solution, parce que sinon tu vas être contrôlé positif. » Et ils ont choisi une autre technologie qui est simplement la transfusion sanguine. Donc, 3 semaines avant le Tour de France, Armstrong et ses coéquipiers recevaient une poche de sang de 500
non, plutôt on leur prélevait une poche de sang de 500 ml qu'on réinjectait la veille de l'étape de montagne. Et c'est la même chose dans tous les sports quand on commence à interdire. Par exemple, dans le baseball, il y a le fameux rapport Mitchell. Le baseball, dans les années 90, il y avait très très peu de contrôle, donc la plupart des athlètes prenaient des stéroïdes très facilement détectables. Lorsqu'on a commencé à instaurer des contrôles, eh bien, les athlètes ont changé de stratégie. Au lieu de prendre des stéroïdes, ils ont pris des hormones de croissance, par exemple, ou d'autres molécules indétectables. Et aujourd'hui, ça continue au Tour de France, avec l'introduction du passeport biologique. Ça incite les athlètes à utiliser d'autres procédures, par exemple les micro-injections d'érythropoïétine qui sont aussi efficaces. Et donc, paradoxalement, voilà ce que déclare Victor Conte, qui est président de Balco. Donc, président de Balco, et Balco c'était une société spécialisée dans les produits alimentaires, et en fait Victor Conte, avec cette couverture, donnait des produits dopants aux athlètes américains, notamment Marion Jones ou son mari de l'époque, Tim Montgomery. Et Victor Conte, qui a été arrêté par le FBI quelques années plus tard, explique comment, il parle plutôt c'est Dwayne Chambers, qui est un athlète britannique, qui parle de sa rencontre avec Victor Conte, puisque Dwayne Chambers se demandait naïvement pourquoi aux Jeux Olympiques de Sydney il n'avait gagné aucune médaille. Il ne prenait pas de produits dopants à l'époque, en tout cas c'est ce qu'il déclare dans sa biographie. Et il va donc trouver l'équipe américaine, gérée par Victor Conte, un entraîneur russe. Et Victor Conte explique à Dwayne Chambers, je cite, « Il te trompe, Dwayne. Tu es un athlète très talentueux, mais tu ne concours pas sur un pied d'égalité. Pourquoi? Parce que le système, c'est-à-dire les autorités sportives, laissent les gens tricher puisque les contrôles sont inefficaces. » Et c'est le même constat que fait Armstrong dans cette interview qu'il a donnée à Oprah Winfrey, interview confession. Pour moi, je ne voyais pas ça de cette façon. Je voyais le fait de prendre des produits dopants comme une manière de concourir sur un pied d'égalité. C'est la dernière phrase de cette citation. Et donc on peut dire qu'en renforçant les contrôles, on va arriver à gagner la guerre contre le dopage. Je pense que c'est une illusion, puisqu'à chaque fois il y a de nouvelles molécules. Voilà une liste de toutes les nouvelles molécules. Certains athlètes se font prendre en prenant des produits expérimentaux qui sont parfois très dangereux pour la santé, des molécules qui peuvent induire le cancer. Et il y a aussi toute une série de technologies, notamment la thérapie génique chère à Sweeney, le sang artificiel et bien d'autres. Donc le premier objectif, permettre aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité, assurer l'équité sportive, n'est pas réalisé. De la même façon, les risques pour la santé, qui est sans doute le problème éthique principal sur la question de la médecine d'augmentation dans le sport de compétition, et donc effectivement il faut essayer de minimiser les risques pour la santé. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, chaque semaine il y a un nouveau scandale de dopage, et donc on peut considérer la création de l'AMA comme une expérimentation, et donc la lutte contre le dopage comme une expérimentation sociale à large échelle qui dure maintenant depuis plus de 15 ans. Et on s'aperçoit que, en fait, se développe un dopage dans la clandestinité, qui est peut-être plus dangereux qu'un dopage ou une médecine d'augmentation qui serait régulée par des médecins, évidemment, dans certaines limites. Alors on considère que le dopage est nécessairement mauvais pour la santé. En fait, ce n'est pas vrai. Si vous prenez de l'EPO et que vous respectez, vous êtes relativement raisonnable et vous ne dépassez pas un seuil d'hématocrite de 50%, ce qui était autorisé jusqu'en 1999, eh bien, il n'y a aucune recherche qui montre que c'est nocif pour la santé. On pourrait aussi imaginer des formes de dopage qui seraient bénéfiques à la santé des athlètes, mais je n'ai pas ici le temps de développer. Alors, autre problème, respecter l'esprit sportif. Selon l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, le dopage est contraire à l'essence même de l'esprit sportif. Et on parle ici bien sûr du sport de compétition. Je pense que ce n'est pas... Je pense que ce n'est pas exact, que l'essence du sport de compétition, c'est maximiser la performance sportive.
Et donc on va choisir le diamant brut, l'athlète le plus doué, par exemple Carl Lewis ou Usain Bolt ou Ben Johnson. On va ensuite lui donner le meilleur entraîneur possible, la meilleure équipe qui va se charger de son entraînement. On va lui donner le meilleur équipement sportif. Et la dernière étape dans cette logique de maximisation de la performance, c'est de modifier son corps grâce à la biomédecine, grâce à un médecin ou une équipe de scientifiques. Voilà ce que déclarent Ben Kaiser, Alex Moron et Andy Mia. Kaiser et Moron sont Kaiser est un physiologiste qui travaille à l'Université de Genève, Moron un bioéthicien de Genève, et Andy Mia, un philosophe un peu impliqué dans le transhumanisme, un philosophe britannique. Les athlètes d'élite, c'est une citation, sont aussi constitués par la connaissance scientifique. Avoir les meilleurs scientifiques dans son équipe, c'est quelque chose qui est plus proche des valeurs de la compétition que simplement tout laisser au hasard, à un accès inégal à des pratiques illicites ou à l'intelligence du dopage non détecté. Et dans cette perspective-là, l'équipe que formait Lance Armstrong, cycliste américain, avec Johan Brunel, le coach belge, et le docteur Ferrari, le médecin italien, spécialiste d'hématologie et qui a dopé pendant des générations de sportifs italiens, était aussi membre du CIO. Donc cette alliance de la tête du diamant brut, du coach professionnel et du médecin qui va maximiser le fonctionnement du corps de l'athlète, c'est, de mon point de vue, l'avant-garde du sport du XXIe siècle. Et donc, il existe un double système des règles, et pour l'athlète, en tout cas au début des années 2000, c'est comme ça, je pense que c'est en grande partie encore le cas aujourd'hui. Pour un cycliste des années 2000, c'était le choix, c'était soit on continue à être professionnel et on prend des produits dopants, soit on arrête le sport de compétition. Moi, j'ai eu un étudiant en médecine qui est venu me trouver, il était très doué pour le sport de compétition, il n'avait pas envie de se doper, et il m'a dit, moi j'ai arrêté, j'ai commencé la médecine parce que je ne voulais pas prendre de produits dopants. Et son seul regret, c'était de ne pas pouvoir connaître sa vraie valeur, parce que pour connaître sa vraie valeur, entre guillemets, il fallait se confronter à des sportifs de haut niveau prenant des produits dopants. Et voilà ce que dit Armstrong, toujours dans son interview Oprah Winfrey. Pour moi, c'était tout à fait normal de prendre des produits dopants. C'était comme gonfler mes pneus ou mettre de l'eau dans mes bouteilles. Ça faisait partie du travail, et d'ailleurs cette vieille expression du cyclisme français utilisée par Laurent Fignon notamment, faire le métier, c'était prendre des produits dopants. Alors, donc il me reste 2-3 minutes pour terminer mon exposé. Donc on a vu que c'est ma conception, c'est évidemment pas mon point de vue, je me rends bien compte que ce sont des thèses assez controversées. Donc les deux objectifs des autorités sportives, maximiser l'équité sportive et minimiser les risques pour la santé, ne sont pas atteints. Et en plus, le système d'interdiction, l'adoption de cette philosophie naturaliste de prohibition des produits dopants dans le sport, provoque aussi des effets pervers. Premier effet pervers, c'est l'atteinte à la vie privée. On a cet idéal du corps transparent de l'athlète. L'athlète doit toujours être disponible pour les gendarmes du sport, pour les contrôleurs de l'AMA, et donc ces athlètes doivent être localisables 365 jours par an, et doivent donner leur localisation pour que les... Alors quand on me pose des questions sur Eddy Merckx, je dis que, parce que pour Eddy Merckx c'est un dieu en Belgique et que par définition un dieu n'a pas besoin de se doper. Donc atteinte à
à l'égard de la vie privée des athlètes. Et il y a d'ailleurs des avocats, notamment des avocats belges, qui vont attaquer la Cour européenne des droits de l'homme, enfin qui va envoyer des textes, des lettres à la Cour européenne des droits de l'homme pour mettre en avant les problèmes que posent ces contrôles antidopage. D'autant plus que depuis quelques mois, on a autorisé, dans certains cas, des contrôles pendant la nuit. Parce que certains médicaments ont une fenêtre pharmacologique très courte, donc si vous prenez un produit à 11 h du soir, il n'est plus détectable dans le sang lorsque vous vous levez à 8 h du matin, donc d'où la nécessité pour l'AMA de contrôler pendant la nuit. Je pense que à long terme, cette situation ne sera pas tolérée. Alors un autre effet pervers, c'est la criminalisation des athlètes. Marion Jones était une star, Pantani était une star. Et puis tout à coup, il y a un contrôle positif et tout s'écroule. Ils perdent des fortunes, généralement ils perdent leurs femmes aussi. Enfin, Marco Pantani, on l'a retrouvé mort dans une chambre d'hôtel près de Rimini. Alors je ne dis pas que c'est nécessairement une conséquence de la lutte antidopage, mais cette lutte antidopage crée une pression psychologique énorme sur les athlètes qui, à la fois, ne peuvent pas prendre des produits dopants, donc ils sont obligés de dire, lorsque un journaliste des interviews qui sont contre le dopage, que c'est horrible, quand un de leurs amis s'est fait attraper, on dit c'est vraiment pas bien, il déshonore la cause du sport. Et en même temps, une demi-heure après l'interview, après une étape de montagne où ils ont franchi 5 cols, ils se rendent très rapidement dans leur chambre d'hôtel, comme l'a décrit par exemple Tyler Hamilton, un ancien coéquipier d'Armstrong. Ils accrochent ils enlèvent un cadre, ils accrochent la poche de sang et ils se font l'injection de sang, et puis ils jettent l'aiguille dans une boîte de coca qui s'écrase et qui donne à quelqu'un de l'équipe pour qu'on aille le jeter très loin dans une poubelle. Et donc il y a une pression psychologique immense sur ces sportifs. Et donc je pense que ce n'est pas une bonne chose de criminaliser le sport. Un autre effet pervers qui est plus anodin, c'est la réécriture continuelle de l'histoire du sport. Voilà, l'image est de mauvaise qualité, mais vous imaginez Lance Armstrong un peu défait dans son canapé, qui a gardé dans le salon de la villa qu'il possédait près d'Austin au Texas les 7 maillots jaunes qu'on lui a retirés. Alors ça montre bien aussi, cette réécriture des histoires, l'inefficacité de la politique de l'AMA, parce que bien sûr Lance Armstrong a triché, on lui a retiré les maillots jaunes, c'est normal, mais on pourrait s'attendre qu'on redonne la victoire à quelqu'un d'autre, qu'on réattribue la première place à un autre sportif. Ça n'a pas été le cas, donc deux possibilités, soit on considère que tous les athlètes se dopaient, échec massif de l'AMA et des autorités sportives, soit certains rares cyclistes ne se dopaient pas sur le Tour de France, mais on est incapable de les repérer, autre échec massif pour l'AMA. Un autre aussi, un effet, j'en arrive à la conclusion, un autre effet pervers, c'est la suspicion généralisée. Même l'athlète qui ne se dope pas, qui est vraiment très très doué et qui peut gagner sans se doper, donc c'est très rare, mais ça doit arriver, eh bien, il y a une suspicion généralisée. Est-ce que Usain Bolt peut vraiment courir le 100 mètres en 9,53 ou 9,56 alors que des athlètes dopés qui sont aussi très doués ne font pas mieux que 9,70 ? On peut se poser la question. Je ne dis pas du tout que Usain Bolt prend des produits dopants, mais il y a une suspicion. De toute façon, sur le Tour de France, cette année, des spectateurs ont agressé Chris Froome parce qu'on le suspectait de dopage. Il n'y a aucune preuve sur le fait que Froome se dope ou pas. Donc ça a créé une suspicion généralisée dans un très très mauvais climat. Alors, de mon avis, cette politique prohibitionniste ne fonctionne pas jamais, c'est un problème structurel, je vous ai expliqué pourquoi. Mais imaginons qu'un jour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on va mettre en valeur? Donc les athlètes concourent sur un pied d'égalité sans prendre des produits dopants, on parvient à les contrôler. Alors qui va gagner? Eh bien, celui qui va gagner, c'est le diamant brut, c'est l'athlète qui est le plus doué physiologiquement et génétiquement. Et donc le sport de compétition va récompenser les inégalités naturelles. Je n'ai rien contre le fait qu'on récompense les inégalités naturelles, mais est-ce que c'est le seul objectif possible du sport de compétition? Et donc cette philosophie naturaliste aujourd'hui se transforme parfois en religion. Certaines personnes haut placées dans le sport, comme John Fay, qui est le président de l'AMA,
l'agence américaine d'antidopage, Travis Tigert, non plus donc Travis Tigert qui est le président de l'USADA, l'agence antidopage américaine, et John Fay qui est un ancien président de l'AMA, se sont tous les deux réjouis de voir les sportifs se confesser. Et donc, selon cette religion naturaliste, selon cette philosophie naturaliste, le dopage est devenu un péché contre la religion naturaliste du sport. Et donc, je pense qu'il faudra, à moyen terme, changer de politique parce que cette politique est inefficace et a des conséquences absurdes. Et on pourrait tirer cette leçon pour la régulation de la médecine de contention dans d'autres domaines. Je vous remercie pour votre attention. Désolé d'avoir été légèrement trop long.